Dépêche-toi. Bonjour, Dr. Kotner. Je suis à votre disposition. Tu veux un coup de main? Va te faire foutre. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e 4. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 40e épisode de Hacking dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon pote Seb m'accompagnera tout au long de cet épisode. Alors déjà, comment vas-tu mon cher Seb ? Et salut mon cher Jazz. Ben écoute, salut aux auditeurs, aux auditrices. Bon, on va le dire, on est actuellement en live ouais. avec un public. Évidemment, quand vous nous écoutez, vous nous écoutez soit en replay, soit en podcast. On va faire en sorte de ne fâcher personne. On va rendre le truc, voilà, pour pas dédier qu'un truc au chat. Quand il y aura un peu d'interaction, on permettra peut-être de réagir 2-3 fois. Mais l'idée, c'est de faire un truc qui soit le plus, qui passe partout, en tout cas. Totalement. Donc, avant de commencer cet épisode, alors, on l'avait dit déjà dans le live, mais vous étiez tous partis puisqu'on s'était fait striker. On l'a dit dans l'épisode de Piège du flic de Hong Kong. À la base, de chez Baz, c'était un épisode sur Mortal Kombat Destruction Finale. Voilà, qui était prévu à la base. On vous l'avait teasé à plusieurs reprises. Mais voilà, ce qui s'est passé, c'est que Shitlist a fait son épisode il y a quelques semaines en live en plus sur Mortal Kombat Destruction Finale. Et pour le coup, comme vous êtes aussi nombreux à écouter Shitlist et nous écouter, on vous a un peu respecté et on voulait pas en fait faire une redite. Donc on s'est dit, on va parler d'un autre film et on parlera un peu plus tard de Mortal Kombat Destruction Finale. Vous inquiétez pas parce que l'émission est préparée. Oui. Clairement, on en parlera. Mais du coup, on a réfléchi et c'est toi qui d'un seul coup a dit, ah mais on a un autre film, une autre suite. Universal Soldier, le combat absolu. Ouais. Petit disclaimer avant quand même, parce que comme quoi des fois la joie du timing fait que purée, mais on le fait ou on le fait pas. Au moment où on enregistre, il y a Van Damme qui est accusé de choses un peu bizarres à base de prostitution, de femmes du pays de l'Est. Voilà, il y a un truc un peu scandaleux là en ce moment qui traîne un peu. On n'en parlera pas dans l'émission. On va s'attarder à l'œuvre, au personnage, parce qu'il y a suffisamment à raconter sur Van Damme. De toute façon, c'est la période sombre de Van Damme. Donc période très compliquée de Van Damme. Donc clairement, voilà. Voilà, je te laisse reprendre. Oui, pas de souci. Donc, avant de commencer cet épisode cybernétique, nous allons répéter le concept. Donc, on a choisi un film narcio dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui a le seul mérite qu'on s'intéresse au film. Bien évidemment, au préalable, on vous parlera du film, de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes et on vous donnera notre avis. Bon, mon cher Seb, aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros film de Jean-Claude Van Damme. Oh oui. Dernier film de Jean-Claude Van Damme sorti au cinéma aux États-Unis en tout cas. Oui. Est-ce que tu sais d'ailleurs, avant qu'on lance la bande-annonce, petit fun fact, quel sera le prochain film de Van Damme au cinéma? Expendables 2. Exactement. Et voilà. Tu es fort. Mais tu es fort. Oh, oui. Oh là là. Aux États-Unis, hein, parce que nous on a eu des films de Van Damme entre-temps. On en a eu au cinéma. On a eu l'empreinte. L'empreinte de la vengeance. Et on a eu JCVD. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Et tout de suite, écoute, la bande-annonce. These are the soldiers of the new millennium. Almost perfect. Almost human. Almost. They're not responding to our command. Under our control. Now, one will lead them to destroy mankind. The time of man has ended.
and one will return Luke Devereaux's the original Universal Soldier. to stop him. No. Been there, done that. The only way is to blow them up and hope the pieces don't keep fighting us. This summer, it's man against machine. Capture Luke Devereaux. Minimal damage. One soldier against the ultimate warrior. Dangerous. The winner controls the future. Ah oui, et ben c'est parti. Bah non, mais de toute façon. Je voulais dire au revoir à XP, mais ah oui, tu l'enlèveras du montage. non, mais au pas de revoir souci, XP, bah, au bonne revoir. émission. Bonne émission. Bon, les chaises sérieuses commencent puisque nous sommes en 92. Universal Soldier 1 sort. C'est un gros succès. Gros carton. Gros carton, puisque aux États-Unis, donc le budget est de 20 millions de dollars. Le film remporte 39 millions de dollars aux États-Unis. J'ai pas de notes, là je le fais en freestyle. Dans le monde entier, il va rassembler plus de 100 millions de dollars au box-office. Donc c'est un immense succès à la fois pour Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren. En même temps, c'est deux stars montantes. Ouais, ça rentre typiquement, c'est dans le top 5 des meilleurs films de Van Damme, avec Time Cop, avec plein d'autres, etc. C'est un gros succès avec de Van Inferno, Damme. Non. Alors, donc... Je laisse un blanc. Non, mais oui, il n'y a pas de problème avec ça. Aïe. Donc, ce qui se passe, c'est que tout de suite, les producteurs veulent faire une suite. Sauf que Universal Soldier, c'est produit par la Carolco. Ouais. Et la Carolco, c'est compliqué. C'est compliqué. Financièrement, c'est un peu la Canon. C'est-à-dire qu'ils produisent des gros succès. Et puis, à côté de ça, il y a beaucoup de navires. C'est énorme, la Carolco. Ah oui, la les Carolco, films. C'est Terminator, c'est Rambo, c'est un truc de ma boule. Last Action Hero. Last Action Hero, ouais. C'est un truc de dingue. Qui a précipité en fait la Carolco vers la. Ouais. Parce qu'il a pour le coup celui-là a bidé. Ouais. Malheureusement. Pourtant c'est un super film, mais il a bidé. Mais je me rappelle, ils avaient foutu en fait dans la communication, ils avaient envoyé une fusée avec marqué Last Action Hero. Et en fait, le film a bidé parce que en gros, ils l'ont sorti en même temps que Jurassic Park parce qu'ils pensaient pas que Jurassic Park allait cartonner. Ouais, et oups. Ah oui, et là, ça a été un peu... un peu compliqué. Ouais. Un peu compliqué. Donc, la Carolco, en fait, voulait faire une suite. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Et un peu plus tard, en fait, il y a un scénario qui était écrit et qui n'était pas forcément la suite de Universal Soldier. Mais ils se sont dit, attendez les gars, on va adapter cette suite-là et on va le mettre... on va faire en sorte que c'est la suite d'Universal Soldier. Entre-temps, et c'est là où je suis allé chercher. Oui, voilà. Oui, mon Dieu. Je les ai aussi. Et d'ailleurs, dans le chat, ils en ont parlé. Il y a quelqu'un qui en a parlé. Oui. Voilà. Ouais. Mais entre-temps, comme la suite ne venait pas, ils se sont dit, hey, il y a une chaîne de télé qui a dit, on va faire des téléfilms. Mais en fait, à la base, c'est des films réservés pour le cinéma. Et je pense qu'au vu de la qualité, ils se sont dit, on va laisser ça en téléfilm. Donc, nous avons eu, au cours des années 90, 98, 97, 98, nous avons eu Universal Soldier 2 avec Matt Battaglia qui joue le rôle de Luke Devereaux et nous avons Jeff Wincott. Alors, est-ce que tu sais qui joue Jeff Wincott dans le film ? Le frère de Luke Devereaux. Il joue le frère de Luke Devereaux qu'on ne voit nulle part. Voilà. Parce que il y a une scène dans le premier Universal Soldier, il faut le dire, parce que c'est quand même pas piqué des hannetons le truc. Ils vont, donc quand ils se cachent dans la maison des parents de Luke Devereaux, il y a tout un endroit où il y a des photos. Oui. Et la nana, qui est jouée par Alice Walker. Ali Walker. Donc c'est la fille de Profiler, pour ceux qui veulent raccrocher les wagons. C'est incroyable ce que tu sens là. Et elle voit les photos et puis elle dit ah là, oui d'accord, je le vois de ça. Et puis là, comme par hasard, dans cette suite-là, il y a une photo qui traîne. Hop, bah tiens, Luke avait un frère. Oui.
Oui, il avait un frère, il est mort à la guerre, tout ça. Et on voit sur la photo que c'est Jeff Wincott. On voit Jeff Wincott au crédité au scénario. On se dit, ok, bah, c'est bon, il est pas mort, il va revenir. Comment? Je sais pas. Spoiler alert, et s'il serait pas là en Universal Soldier. Voilà, bah bref, au secours. Et en fait, le Universal Soldier 2, c'est carrément la suite d'Universal Soldier 1, puisqu'ils refont. C'est la suite directe. Ouais. Ouais, ils refont au secours. La scène d'introduction déjà. Ouais, la scène Wish, ouais. Horrible. Avec d'autres acteurs, bien évidemment. Et c'est pas bien. Non, c'est pas bien du tout. Alors, moi, honnêtement, j'ai regardé les 15 premières minutes, j'ai arrêté. J'ai tenu 20. Ah, mais bravo. Je n'ai pas pu. Je me suis dit, voilà, ne perdons pas de temps. J'avais plein de bons films à voir et je me dis, ok, c'est bon. On est professionnel, on prépare l'émission. Donc, moi, j'ai revu Universal Soldier 1, qui est quasi High compatible. Ah oui. Ouais, il y a une scène deux scènes à la limite qui peuvent rentrer dans le truc. Et je l'ai revu avec sa fin alternative. Ah oui. Et la fin alternative est très chelou. Et ouais, mais elle est hyper intéressante en vrai. Ouais, mais Et elle augure un peu de la manipulation qui peut y avoir en fait derrière le monde des Universal Soldier et qui pourrait un peu connecter la fin. Oui. Voilà, avec la manipulation qui est faite, avec la mise en scène qui est faite. Voilà, bah, je dis rien. Si vous avez l'édition qui est sortie chez ESC. Ouais, ESC, mais même le Blu-ray 4K. Hein. C'est un Canal+. Au Canal+. C'est un studio Canal, pardon. Mais il y a eu l'édition ESC. Hein. Tu l'as d'ailleurs aussi, je crois. Ah, moi, j'ai pas l'édition ESC, j'ai l'édition Canal. Tu as l'édition Canal, mais moi aussi, j'ai un Canal. Ouais, je crois que c'est Canal que j'ai aussi, moi. Donc, ESC peut-être, je sais plus. Enfin bref, c'est pas très grave. Et donc, le téléfilm a quand même bien fonctionné. Il a été regardé par de nombreuses personnes et donc ils se sont dit hey, on va faire un 3. Et ouais, Universal Soldier 3 ultime revanche, attention. Et ils ont été chercher un acteur Burt Reynolds, qui l'ont sorti de sa retraite. Il y a Burt Reynolds. Burt Reynolds à l'époque il devait cachetonner dans tous les films qu'il pouvait. Et dans le 2 il y a Gary Busey. Alors Gary Busey. Alors Gary Busey, a priori, Matt Battaglia, dans une interview, il a dit franchement, le tournage de Universal Soldier 2, c'était trop cool, sauf Gary Busey. Il s'entendait pas avec Gary Busey. Voilà. Qui s'entend avec Gary Busey? C'est un mec qui a pas l'air du tout sympathique en fait. Non, mais carrément pas. Mais vraiment pas. C'est particulier. Donc là, ils ont sorti le 2 et 3, et puis en fait, le cinéma a dit bon, on va arrêter de déconner, on va faire Universal Soldier, mais on va pas l'appeler Universal Soldier 2 parce qu'il y a déjà un Universal Soldier 2. Donc on va l'appeler The Universal Soldier The Return. Et le truc, c'est que on est sur une période où Van Damme, c'est pas ouf. Et c'est compliqué. Avant de parler de ça, est-ce que tu peux nous résumer le film? Ouais. Gros résumé. Hein. Ah, gros résumé. Alors Universal, le soldat, j'arrive plus à parler. J'en bafouille tellement je panique à l'idée de balancer ce résumé. Le combat absolu, ça parle de quoi? On retrouve en fait le personnage de Luc Devreux interprété par Jean-Claude Van Damme. Ça se passe 15 ans après. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a une fille, il est veuf. Il a une fille qui doit avoir une dizaine d'années, je pense, 12 ans à tout casser. Et on apprend que il est plus Universal Soldier. Non, du tout. Non. Qu'il est redevenu humain. Ils ont fait un process. Ok, allez, je t'en fume. Vas-y, on a refait un process. Il est devenu. Oui, mais à tout moment, il peut redevenir Universal Soldier. Oui, ouais, c'est magique. Ta gueule, c'est magique. Bon, eh bien, vous avez l'air en forme. Super. Ils sont meilleurs que moi en combat aquatique, j'ai l'impression. Je pourrais vous implanter un système qui permet de respirer sous l'eau si vous voulez redevenir un Universal Soldier. Non, merci, j'ai déjà donné. Bien roulé. C'est hors de question. Il y a un truc dans le film, on en parlera tout à l'heure, où tu te dis, putain, ils ont fait vite quand même pour qu'elle devienne un unisol comme ça, en un claquement de doigts. Ouais, c'est vrai. Je dis mais quoi, hein? Mais pourquoi? En fait, c'est des zombies. Oui, alors ils sont comparés d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, dans le premier film, des zombies, ils sont comparés à des zombies. Et en fait, dans le 2, là clairement, on t'explique pas, on dit ta gueule c'est magique. Alors je termine mon résumé vas-y. avant qu'on digresse. Et donc là, qu'est-ce qui se passe en fait? Lui, qu'est-ce qu'il a comme rôle dans ce film-là? Il tient le rôle un peu de conseiller. Il est là parce que c'est un ancien unisol, donc il est là pour prêter main forte à l'armée qui a dans un complexe ultra secret recréer des nouveaux unisols parce qu'ils se disent ça va peut-être marcher
marcher un jour, ils vont peut-être réussir à faire quelque chose. Sauf qu'ils ont eu la bonne idée d'encadrer tout ça par une IA, tiens, ça tombe bien, une IA du nom de Seth, dont la voix, en tout cas au début, est prêtée par un certain Michael Jai White. D'ailleurs, il y a une connexion entre le 1 et le 2, je parlais tout à l'heure, je te le garderai pour tout à l'heure. Et donc, forcément, qui dit IA, surtout aujourd'hui, ça va mal se passer et ça va partir en cacahuète. L'IA va complètement dérailler et va vouloir prendre le contrôle sur les humains et sur le monde. Voilà. C'est en fait, c'est Skynet en fait. C'est totalement Skynet. Y a juste une petite subtilité par rapport au 1. Et c'est marrant quand tu dis zombies. Parce que dans le 2, on dirait vraiment pas des zombies. C'est-à-dire qu'en fait, le 2, ils sont morts, mais je veux dire, ils ont des émotions et tout ça. Et surtout, ils ont rajouté un truc, c'est que, parce que c'est un 2, donc c'est une suite. D'ailleurs, vous regarderez, si vous regardez tous les Universal Soldier qui vont sortir par la suite, ils ne seront pas numérotés. Il y aura toujours un sous-titre. Parce que je pense qu'ils sont embêtés, en fait, malgré tout, avec les vrais Universal Soldier 2 et 3 qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc, je pense que c'est la raison qui fait qu'on n'a pas, des grands films, de 3 ou des 4. Après, il y en a plein de gens qui disent oui, le vrai 3, c'est celui-là, le vrai 2, c'est celui-là. Voilà, bon, bref. Non, mais on n'est pas là. Alors, s'il y a quelqu'un dans le chat qui me dit que ça, c'est les vrais 2 et 3. Techniquement, oui. Non, mais je veux l'adresse de la personne, je veux le voir. D'accord, mais t'iras tout seul. et donc. Surtout, ce qui est important, comme c'est une suite, il faut qu'il soit plus costaud, plus fort, plus puissant, plus rapide. Plus de puissance de feu. et surtout plus con. Parce qu'ils sont vraiment très cons pour le coup. C'est surtout ça. Donc, le projet né en 98. 98, mon cher Seb, Van Damme, c'est pas le Van Damme qu'on a connu. Il est un peu fatigué. Il est un peu fatigué. Alors, il est un peu dans le pic de sa coco, de sa coco attitude. Il est plus à 10 grammes. Là, c'est chaud. Là, c'est très très chaud. Là, c'est très très chaud. D'ailleurs, il y a un truc qui est fou, c'est que donc 92, le premier Universal Soldier, 98, il sort en 99, mais 98 pour le deuxième. Et en fait, on voit que Van Damme, là, déjà, il a pris un sacré coup de vieux, alors qu'il a que 38 ans. Ouais, encore une fois, comme je te disais en off, on en a parlé en off, ça auditeur. Je me demande si ils l'ont pas un peu grimé. Je sais pas parce que il est dans les bonus de Universal Soldier 1. C'est les bonus qui ont été tournés en 2004. Et il a une bonne mine. Alors peut-être parce que en 2004, il avait arrêté toutes ses bêtises. Mais clairement, il a une meilleure mine là-dedans, et c'est vrai que dans ce film-là, il fait un peu peine à voir. Et c'est vrai que quand moi j'étais gamin, de ouf quand même. Parce que c'est un film que j'ai découvert étant gamin. Parce qu'en 99, moi j'avais quoi ? J'avais 14 ans. Moi j'avais 9 ans. Donc voilà, c'était typiquement dans la bonne période pour moi pour découvrir ce film-là. Et c'est vrai qu'il est fatigué, et pour montrer un tel truc aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, sur le fait qu'il est vraiment pas bien. Et c'est la première fois qu'il va accepter de faire une suite. Parce qu'il faut le savoir, en fait, il y a eu dans tous ces grands succès, ils ont eu des suites, que ce soit Kickboxer, Bloodsport, Time Cop, j'en oublie peut-être, les forcément Universal Soldier. Et là, c'est la première fois qu'il va prendre une suite. Alors qu'habituellement, il a toujours refusé les suites parce que c'était un principe, il refusait de tourner une suite. Alors qu'entre nous, un jour, on pourra étudier un peu sa carrière. Je pense qu'il aurait pu, accepter un Kickboxer, alors peut-être pas Kickboxer 2, mais au moins un Bloodsport 2, voire même un Kickboxer 2, tu vois, c'est parce qu'on aurait été intéressé de le voir après continuer à continuer à travailler et puis à faire des choses dans le succès de ces films-là. Mais comme il disait, il veut aller faire des rôles d'acteur. Et c'est pas, mais surtout quand il a commencé à travailler des gros studios, parce que Universal Soldier, c'est aussi la première fois qu'il travaillait avec un gros studio, et que du coup, ça lui a donné en tout cas des envies de voir plus grand. Oui. Le truc, c'est très drôle, c'est qu'en 2002-2003, donc il arrête la coke. Il n'est plus dans sa période coke à cette époque, en 2002-2003. Il veut quand même faire des suites. C'est-à-dire qu'il y a des projets comme Kickboxer 6 avec Sacha Mitchell, et il y a un projet de Time Cop 2 avec Jet Li qui est prévu. Oui, qui ne se fera pas. Qui ne se fera pas, malheureusement. Voilà. Mais voilà, donc il avait quand même de la suite dans les idées. Et donc, pour le coup, donc il accepte Universal Soldier 2 pour un budget énorme. Rappelez-vous, le premier a coûté 20 millions. Ouais. Et le deuxième ? 45 millions de dollars. 45 millions. Non mais attendez. Alors, ça se voit et ça se voit pas à la fois.
On y reviendra. Ouais. Mais je pense qu'à mon avis, ils ont tout cramé dans le budget explosion. C'est ça. Parce que pour les coups, les explosions, waouh, C'est incroyable. C'est incroyable. ça part dans tous les sens. Ah, ils se sont fait plaisir. L'artificier, là, il se dit, je vais vous faire des trucs en grand. C'est plus gros, plus fort. On n'aura jamais vu ça au cinéma. C'est ça. Et donc pour le coup, voilà, Van Damme, il n'a pas eu un seul succès au box-office depuis très longtemps. En fait, pour tout vous dire, Time Cop, c'est le summum, c'est-à-dire qu'il dépasse les plus de 100 millions de dollars au box-office. Je crois qu'il fait à peu près 80 millions de dollars aux États-Unis. Donc c'est un immense carton. Et après, les films qui vont suivre, petit à petit, ça va descendre. Mais même en France, c'est-à-dire que pour atteindre il n'atteindra plus jamais les millions d'entrées. Même Time Cop a fait 900 000 entrées. Et petit à petit, ça va baisser. Le dernier film, c'est Street Fighter. Street Fighter fera 1 million d'entrées. Après, c'est cette période-là, bon, tout le monde la connaît, mais c'est cette période-là où il commence à prendre de la coke et que tout ce succès-là va lui monter à la tête, qui va, entre guillemets, il y a Universal qui va venir le voir pour lui proposer un cachet. Il va dire non, moi je vais te payer comme Jim Carrey. Enfin, tout le monde connaît cette anecdote. Il a demandé un gros cachet et ils lui ont dit tu peux aller gentiment te faire voir et retourner là d'où tu viens. Et puis ça a été de la chute, de la chute et de la chute et de la chute. Et puis et oui, de toute façon, Time Cop, exactement comme dit Retro Ludo dans le chat, ça a été son plus gros succès et il n'a jamais reconnu ce succès-là derrière. Donc voilà, mais encore une fois, Carré de Van Damme assez particulier. Encore une fois, si on voulait juste parler de bons films, on parlerait de ces films d'avant 2000, parce que c'est compliqué de trouver des bons films après les années 2000. Oui. Il y en a, hein. Attention, moi je suis prêt à en défendre quelques-uns. Point d'impact. Et donc... Il est compliqué celui-là. Non mais moi je me suis fait avoir, je l'ai acheté dès sa sortie, parce que c'était a priori le retour de Jean-Claude Van Damme, ça s'appelait Dérailled. Et chez nous, ils l'ont appelé Point d'impact. Et en fait, quand j'ai vu que c'était un téléfilm bulgare avec le train, c'est une maquette. Bien fauché. Hein. Bien fauché, hein. Franchement, extrêmement bien fauché. Donc voilà. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, Van Damme, et c'est pour ça qu'il a accepté la suite, hein, c'est que ces films ne fonctionnent plus. C'est-à-dire que l'un des derniers films, c'est Risque Maximum, qui a été rentable dans le monde entier. Pareil, Le Grand Tournoi aussi. Que j'aime beaucoup, Risque Maximum. On en parlera. Ouais. Et le Grand Tournoi aussi. Et puis après, il y a eu sa période Tsuark. Et dans sa période Tsuark, nous avons Double Team, qui a été un échec. Nous avons Piège à Hong Kong, qui a été un échec. Et puis nous avons... Qui sont sur le papier, on va quand même le dire ici, des projets assez ambitieux. Hein. Oui, c'est ambitieux. Tsuark, c'est les films d'action, un peu à la mode hongkongaise. Donc sur le papier, le film sort... honnêtement, Double Team sort en 93. C'est un immense succès. Honnêtement, voilà, ça sort en 97. C'est pas du tout un succès. Pourquoi ? Parce que Van Damme, il commence à faire les tabloïds américains à la première page. Il a un divorce qui lui coûte hyper cher. Et puis il y a un autre truc, c'est aussi la décrépitude du cinéma de gros bras. Et oui, parce que si lui se casse la figure, on a aussi à côté ses copains Bruce Willis, Stallone, etc. Il y a que Schwarzenegger qui en 96, son dernier gros succès, c'est L'Effaceur. Ah ouais, et après, il fait Batman et Robin. Ah ouais. Et après, il fait À l'aube du 6e jour. Ah, je l'aime bien, moi, celui-là. Et il termine sa carrière, c'est dans Dommage collatéral. En 2000, qui est qui un peu moins bien. C'est 2001, parce que le film sort une semaine plus tard, les attentats du 11 septembre. Ouais, donc il est un peu tombé au moment. Mais en tout cas, tout ce cinéma de gros bras-là, malheureusement pour nous qui sommes très clients de ce cinéma-là, il commence à être moins à la mode. Largement. Et forcément... très très compliqué et c'est des gens qui ont peut-être un peu loupé quelque chose dans la carrière. Ils ont tenté de faire des rôles, tous ces mecs-là, des rôles un peu plus dans l'acting et compagnie, mais bon, ils s'étaient catalogués de gros bras en tout cas. Surtout, Stallone, il a fait Arrête où ma mère va tirer, un grand film où il est vraiment acting au maximum. Et Schwarzenegger, le flic de la maternelle. Oui, voilà. Des grands films. Mais et Van Damme, Le Légionnaire. Oui, où il se bat pas dedans. Et en fait, et là, c'est terrible pour lui. Et là, il se dit qu'il faut qu'il rattrape le coup. Et donc, c'est pour ça qu'il signe pour Universal Soldier 2. Et pour la petite histoire, ils font, en fait, les producteurs, ils y croient pas trop au final du succès, sur le succès du film. Je vais vous dire après le box-office, hein, pour vous dire un peu la dinguerie. C'est que, en gros, ils se disent mince, Van Damme ne vend plus trop. Ils prennent des acteurs
le catcheur donc Goldberg qui joue dedans. On apprendra après, il y a Michael J. White. Mais pour le coup, en fait, ils se disent il faut qu'on essaye de vendre le film. Et donc, ils vont un peu mentir. Et quand je dis qu'ils vont mentir, un chouïa. C'est que les photos de production, on voit, et même l'affiche du film, pour le coup, on voit Jean-Claude Van Damme en Unisol. Et franchement, elles sont classe. Elles sont classe. Ils ont travaillé un peu les tenues. Elles sont un peu moins cheap, je trouve. Un peu. Attention, c'est peut-être un élément pas trop cata. C'est que les tenues, les costumes sont un peu moins cheap que dans le premier, qui tu sentais vraiment qu'ils n'avaient pas de budget. Mais là, pour le coup, toi, elles sont en noir. Tu sens que c'est les vilains, que c'est les méchants. Et tu dis, oh là là, Van Damme qui remet le costume d'Unisol, trop cool. Et ben non. Et en plus, avec les lunettes, il y a une photo de promotion où tu as Michael J. White. Ils reprennent en fait finalement l'affiche d'Universal Soldier 1, sauf que là en fait on a Michael J. White d'un côté, on a Van Damme de l'autre en uniforme, et là tu te dis ça a l'air incroyable. Et ben en fait nous ne verrons pas ces scènes-là dans le film, et même l'affiche du film, Van Damme est en unisol. Ouais. Et aussi chose un peu folle, parce que on a Van Damme d'un côté, mais on a le catcheur qui officiait je crois à la WCW. Donc qui était le WCW, voilà, qui était en fait le concurrent direct de la WF, et pour le coup qui était très célèbre. Et c'est pas WWE. Alors c'était WWE. En catch, je suis pas bon, je vais pas m'aventurer sur ce truc-là. Mais en tout cas la WCW c'était la concurrente et qui cartonnait, et donc Goldberg était un des stars de l'époque. Un grand acteur. Avec un jeu subtil. Avec un jeu très subtil. Il y a un prénom Roméo, il s'appelle dans le film. Et donc, en fait, dans les affiches du film, enfin, sur les affiches, c'est lui le grand méchant. Parce que c'est lui, en fait, qui est en deuxième derrière Van Damme. Mais en plus, c'est lui qui est le leader de tous les Unisol en bas de l'affiche. Alors que ce n'est pas le grand méchant, parce que le grand méchant, c'est Michael J. White. Ouais, mais dans le film... Oui, il y a 2 combats. Et c'est quand même lui qui finit le film, quoi. Oui, c'est ça. Et le temps de présence à l'écran fait voilà. Roméo est quand même très problématique, quand même, ce personnage-là. Bon, box-office. Le film sort. Alors nous, on l'a en avant-première en France. Il sort le 14 juillet en France. Il fait un démarrage incroyable à 86 000 entrées. Le premier il fait plus d'1 million d'entrées à l'époque. Là, le deuxième commence à 86 000 entrées. Il reste 2 semaines au cinéma en France. Il termine sa carrière à 136 000 entrées. Donc, on est pas mal. Aux États-Unis, ils se disent ça va marcher. Il y a quand même des bandes annonces aux États-Unis. Enfin, il y a quand même une petite promo et tout ça. Nous, en France, on avait carrément le journal exclusif à l'époque qui avait présenté la bande annonce en disant ça va être un gros film. Ce qui est plutôt fou, c'est qu'un an plus tard, ils allaient faire la même chose pour Fortress 2 en disant ça va être un gros film. Voilà. Et donc, on peut dire qu'ils ont le nez. Ils ont le nez pour ça, ouais. Et donc, pour le coup, aux États-Unis, le film va regrouper un peu plus de 10 millions de dollars. Au box-office. Il va se rattraper bien évidemment sur les ventes de VHS et les ventes de DVD, puisqu'il va rapporter plus de 13 millions de dollars. Donc le film arrive au final un peu à se rentabiliser. Et puis maintenant avec le VOD et tout ça, voilà, il arrive quand même à trouver un. Je pense que Van Damme gagne encore un peu d'argent sur ce film-là. Oui, non, mais carrément, ouais. C'est pour ça, je pense qu'après il a fait les autres parce qu'il s'est dit que voilà, c'était un peu plus rentable pour lui. Et puis je pense que on va le donner notre avis. Je pense que c'est un film qui, malgré tous ses défauts, a un petit aura culte quand même. Oui, voilà. Non, totalement, ouais. Moi, je vais le dire ici, on en parlera tout à l'heure. J'entrerai un peu plus dans le détail. J'arrive pas complètement à le détester en fait, parce que pour plein de choses. Mais je le dirai tout à l'heure. Il y a Bill Goldberg. Alors, Bill Goldberg, c'est un acteur, c'est une comique, je crois. Je veux pas m'avancer, mais je crois que. Mais non, mais Bill Goldberg, c'est le catcheur. C'est Bill Goldberg ? Oui, c'est le catcheur. Il s'appelle Bill ? Oui. Mais oui. Ah oui, c'est Bill Goldberg, oui. D'accord, ok. Ah là là. Merci Loman, salutations à toi. Putain, j'étais pas. Bill Goldberg, c'est le catcheur. Ah ouais, tu vois, je pensais pas qu'il s'appelait comme ça. Tu vois, Et donc, pour le coup. Ah oui, c'est Bill Goldberg. Tu vois, c'est. Et pour le coup, en fait, le film est un échec. Et là, ce sera du coup le dernier film de Jean-Claude Van Damme qui
qui sortira aux États-Unis au cinéma, et puis sera suivi de plein de TV, notamment Le Grand Inferno, et puis il y a The Order, il y a Point d'Impact, il y a Ultime Menace, enfin voilà, c'est plein de petits films. Et alors ce qui est très drôle, c'est qu'en France, tous ces films sont sortis chez Metropolitan Film Export. Et c'était des DVD plutôt corrects pour l'époque. Oui, complètement, ouais. Franchement, ceux qui possèdent toute la collection, c'est énorme parce que c'était très coloré et tout ça. Mais oui, ça fait partie d'une époque où Van Damme ne sortait plus du tout de films au cinéma. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le film? On va parler de l'art martial pratiqué par le comédien Comédien. Ouais, on peut juste faire la petite connexion pour le rôle de Michael J. White, la connexion entre le 1 et 2. Le saviez-vous? Michael J. White est dans le premier film. Oui, alors il faut pas cligner les yeux, parce que ça se passe très vite. La scène d'ouverture qui est censée se passer, alors qu'elle est dans des studios de Los Angeles, mais qui se passe au Vietnam, où le personnage de Dolph Lundgren vrille. On a une toute petite scène au début où Van Damme voit qu'il se passe quelque chose de pas normal, et il y a un mec qui lui parle et qui lui dit ah là, je me casse, je m'en vais, on s'en va, et on voit sa tête genre 2 secondes, et après on le voit courir de dos. Et ben là, c'est un jeune Michael J. White. Et je peux pas m'empêcher de penser que, étant donné que toute cette fournée de personnes-là ont servi après à faire les Unisols derrière. D'ailleurs, dans le premier, il y a un acteur qu'on connaît bien qui joue un des Unisols. Ouais. Ralph Moeller. Non, un des frères d'un film du meilleur du meilleur. Ah, il y a Simon Ray, ouais. Il y a Simon Ray dans le film. Voilà, bref, c'était pour la petite anecdote. Et ça m'a fait rigoler de le voir dans le film. Et là, donc, on voit un jeune Michael J. White. Et je pense que, est-ce que ça les a aidés, en tout cas, à choisir, je sais pas. Mais en tout cas, c'était bien pratique parce que ça a permis de raccrocher un peu les wagons. Et fun fact, parce que ça, je voulais glisser là aussi, pareil, dans les coulisses un peu. Michael J. White, il assume pas trop ce film, en fait. Il en parle, en fait, dans des interviews. Alors, il faut le dire, on a beaucoup cherché de fun facts, d'anecdotes. J'ai l'impression que personne ne veut trop parler de ce film. Quand vous regardez, il y a des making-of. Alors, il y a un making-of qui existe, qui est plutôt intéressant, où ils sont plutôt positifs sur le film. Ils parlent, oh, c'est super, on s'est bien marré. On voit en fait la routine martiale de Michael J. White, ce qui me permettra après de faire le lien sur les arts martiaux pratiqués dans le film. On voit sa routine martiale, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il est aussi musclé, etc. Enfin, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, parce que c'est un acteur hyper intéressant dans son côté martial. Mais il va dire dans des interviews quand même que il assume pas trop ce film, et qu'il trouvait que le film était tellement con, excusez-moi l'expression, que les dialogues étaient complètement stupides. Là, on mettra d'ailleurs une fameuse phrase, je te le mets comme ça pour toi en montage derrière, que tu puisses la rajouter pour les histoires podcasting, où en gros il dit que il était une machine, il rêvait de devenir humain, et que maintenant il est à la fois humain mais qu'il est plus fort que l'homme et la machine réunis. Enfin, un truc complètement débile qui a aucun sens, enfin et même lui le dit après, il dit je l'ai dit mais j'y croyais pas en fait. Et quand tu le vois faire, il faut regarder la tête que tire Michael J. White dans le film quand il dit cette phrase, parce qu'on voit qu'il sait pas ce qu'il raconte, quoi. C'est assez lunaire. Quand j'étais une machine, j'aspirais à devenir un être humain. Je suis supérieur aux deux à présent. La créature a pris la place de son créateur. Amenez-moi Luc Devreux. Et il va dire un truc qui m'a fait beaucoup rire. Est-ce que tu sais que Michael J. White, pendant un temps, il a joué dans un certain Toxic Avenger? Oui, totalement, oui. Et il assume beaucoup plus Toxic Avenger que Universal Soldier, le combat absolu. C'est fou. Tout simplement parce qu'il se dit que dans Toxic Avenger, c'était fait exprès et que c'était complètement du second degré. Et il se marrait parce que c'était voulu que ça soit ridicule. Le combat absolu, c'est pas fait exprès. Et c'est ça qui est plus problématique pour lui, en tout cas. Est-ce qu'il regrette d'avoir joué dans le Cercle de Feu 3? Je ne sais pas, il en parle pas étonnamment. Mais il faut savoir que Michael J. White, c'est pas juste un tas de muscles, c'est quelqu'un d'assez quand même assez cérébral quand même. Il est quand même assez voilà, on sent. Il parle bien, il analyse bien les choses, et puis il parle sans langue de bois. Donc c'est plutôt ça qui est intéressant. Mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup rigoler de dire qu'il assume plus d'avoir tourné dans Toxic Avenger que dans Universal Soldier. Donc voilà. À noter aussi que le film est réalisé par Mick Rogers, qui est en fait réalisateur de seconde équipe et cascadeur. À la base, c'est le cascadeur de Mel Gibson dans Les Armes Fatales et dans certains films hollywoodiens.
Attends, bah, tu parles du casting, sans m'en toucher 2 mots. Ah, Ils avaient tellement pas d'idées qu'ils ont repris encore un rôle d'un protagoniste féminin, qui est journaliste, comme dans le premier, et qui fait une enquête sur les Unisols. Tiens, pas comme par hasard. Et ce qui est drôle, est-ce que tu te souviens, parce que tu l'as vu il y a pas longtemps, il y a un général dans ce film. Oui, ah mais c'est le général dans Malcolm. Malcolm, oui. C'est le colonel Spangler. Ah, je l'ai vu, j'étais là, je dis, c'est le colonel Spangler. C'est génial. J'ai un mot de... Et qu'est-ce qu'il est con aussi dans ce truc-là. Ouais. Mais tout ce film, on va se le dire, hein, c'est quoi en bouffer du foin. Enfin, franchement, c'est d'une stupidité sans nom. Ça n'a ni qu'une. Mais c'est drôle en fait, c'est fun. Ouais, et le temps passe quand même malgré tout assez vite, quoi. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire. On peut passer au côté martial, c'est ça? Oui, totalement. Vas-y. Alors, on a déjà pas mal parlé des 2 acteurs puisqu'on les a déjà eus. Ce que j'aime assez bien, c'est qu'en fait, ça me permet en fait ici de remettre un peu en avant 2 petites choses. Alors, la première déjà, c'est sur la partie Michael J. White. C'est quelqu'un qui assez fier de son parcours. C'est un vrai artiste martial parce que souvent on lui pose la question mais qu'est-ce que tu pratiques comme arts martiaux, c'est plutôt qu'est-ce que tu ne pratiques pas, parce que c'est un mec qui a essayé, qui est un touche à tout et qui est un perfectionniste et qui a fait beaucoup d'arts martiaux et c'est quelqu'un qui a fait aussi de la compétition notamment en karaté et qui a eu pas mal de médailles. Enfin c'est un grand sportif accompli et c'est quelqu'un qui à côté de ça aussi a essayé de se forger un physique en essayant justement d'allier les bons dosages en fait des produits qu'il a pris pour lui faire cette musculature. Mais lui, il avait aussi un mot d'ordre, c'est qu'il voulait garder à la fois de la puissance et surtout de la rapidité. Et c'est là ce qui frappe quand on voit Michael J. White, c'est d'une, sa puissance, de 2, sa rapidité et de 3, sa flexibilité. Parce que c'est quelqu'un qui arrive à lever la jambe, qui fait des trucs assez fous avec ses jambes et il est juste hallucinant. Et ce qui est intéressant dans les bonus d'Universal Soldier, alors en DVD, vous pouvez trouver un DVD italien qui doit traîner sur Vinted assez facilement, c'est qu'il explique justement sa routine martiale. Donc on voit comment il s'est entraîné pour le rôle, etc. Et il parle d'arts martiaux. Donc c'est toujours intéressant de voir Michael J. White parler d'arts martiaux. Et pour Van Damme, là-dessus, il est un peu éteint comme dans ce film-là au niveau des arts martiaux, parce que autant il se fait voler la vedette par Michael J. White, on va se le dire, au niveau martial, Michael J. White le surclasse, mais t'as tellement dit non, Van Damme doit pas gagner, quoi, parce que Michael J. White est tellement bon dans ce film qu'il ne peut pas gagner. Et on va en parler justement. Il gagne un peu sur un malentendu, quoi. Donc, mais là-dessus, je trouve que voilà, Michael J. White, il brille. En fait, on voit vraiment toutes ses capacités martiales. Il est pas trop mal filmé, d'ailleurs, ce qui fait qu'on voit bien les coups passés, etc. Et là, Van Damme, il est dans une carrière où il est au sommet de sa coque. Donc, il est plus le Van Damme qu'il était. Il arrive à lancer pas mal de coups de pied. Il est doublé sur pas mal de scènes. D'ailleurs, ça me fera toujours penser à l'interview qu'il donnait pour les bonus d'Universal Soldier 1, où il expliquait justement que c'était avant tout des mecs qui savaient faire leurs cascades, artistes martiaux qui savaient faire des cascades. Dans le film, il est lui-même doublé par des mecs. Donc bon, c'est toujours un peu délicat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est là qu'on se rend compte que Van Damme, c'est un mec qui raconte toujours les mêmes anecdotes, en fait. Quand même 20 ans plus tard, il explique qu'il était chétif quand il était gamin et que on l'a mis au karaté pour gagner la flexibilité. Il a fait de la danse et qu'il a fait un peu de compétition. Et c'est vrai que j'aime beaucoup Van Damme, mais c'est vrai que sur sa partie, en tout cas, crédité martiale, c'est un mec qui a un art martial qui est très gracieux parce qu'il a beaucoup emprunté à la danse, ce qui fait qu'il fait beaucoup de pieds, très harmonieux, très, très joli, très cinématographiquement parlant, hyper compatible, ce qui fait que ça rend vraiment super bien. Mais à côté de ça, sur le côté vraiment, est-ce qu'il a eu des succès, etc., vous pouvez trouver sur Internet un pseudo palmarès. Je sais pas s'il est vrai, je sais pas si c'est des trucs amateurs ou pas. Enfin bref, c'est pas très très clair. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce qui m'a un peu frappé surtout, c'est que tu vois le parcours d'un côté donc dans le premier Universal Soldier 1 quand il parle des arts martiaux et de leur parcours martial. T'as un Dolph Lundgren qui lui vient du Kyokushinkai, qui se bat très peu dans ses films. Et pour autant, c'est un crack des arts martiaux et c'est un crack de la compétition. Il était à 2 doigts, il disait dans les bonus, à 2 doigts d'être champion du monde de Kyokushinkai. C'est un mec qui est champion de Suède, qui a été champion d'Europe, qui a été champion sur la partie Australie. Il a fait des champions d'Australie, il a été champion d'Australie. Enfin, c'est un mec, c'est un crack. Et à côté de ça, Van Damme, quand on lui demande un petit peu qu'est-ce que t'as fait en compétition, il parle d'un tournoi qu'il a fait où ils étaient 1000 sur 3 jours. Il dit pas comment, mais qu'il a gagné ce tournoi. Bon, ok. Tant mieux, c'est peut-être un tournoi prestigieux en Belgique. Le comité. Mais c'était le comité. Non, mais à part ça, il dit qu'il a fait un peu de full contact, etc. Mais je pense que c'est un peu pour s'acheter une crédibilité martiale. En tout cas, dans le film,
Ils font du karaté, voilà, ils font des high kicks, ils font des coups de poing. Ça reste très plaisant à regarder parce qu'ils le font bien. Et puis voilà. Et petite mention spéciale sur la partie arts martiaux, il y a un certain Yuen Tak. Est-ce que tu sais qui est Yuen Tak? Non, pas du tout. C'est une des 7 petites fortunes de l'opéra de Pékin. Dans lequel on retrouve les plus connus Yuen Biao, Jackie Chan, Corey Yuen, Samong, etc. Il y en a d'autres. Et ce mec-là, en fait, est connu parce que il a fait les chorégraphies des combats de Opération Scorpio. Là, sur ce film-là, parce que maintenant, il faut le savoir, on passe pas mal de temps à regarder les crédits pour regarder qui est le chorégraphe de combat et qui sont les cascadeurs. Et là, j'ai vu ce nom-là. Et je me dis, mince, qu'est-ce qu'il fait là? Comment est-ce qu'il a été attaché à ce sujet? Et j'ai pas trouvé de réponse parce que voilà, j'ai un peu cherché, mais j'ai pas trouvé de réponse de pourquoi Yuen Tak était là. Et voilà. Et honnêtement, allez regarder sa filmographie, elle est assez folle entre les coordinations de cascades, de combats, de films auxquels il est associé. Bon, il y a ce Universal Soldier, le combat absolu, qui fait un peu tâche dans sa filmo, mais il y a plein de choses auxquelles il est soit aux cascades, soit aux chorégraphies, etc. Et il a une filmo très très intéressante. Donc voilà, c'était juste pour le côté martial que je voulais te donner en petite info. Mais c'est très juste quand tu dis que Van Damme il n'est pas à son meilleur au niveau martial dans ce film-là. C'est que en fait, et on en avait déjà parlé, pourquoi Van Damme n'a jamais percé après les années 90? Parce qu'il n'a jamais su renouveler son karaté. Et que quand on voit juste Michael J. White faire des trucs assez ouf dans Universal Soldier 2, tu te dis Van Damme est un peu has-been, quoi. C'est malheureusement, Van Damme nous resserre la même sauce depuis des années. Là, il a 38 ans, donc il est encore capable de faire des choses intéressantes au niveau martial. Van Damme, je parle. Mais par contre, il nous recycle tout le temps la même chose. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu lassitude de revoir tout le temps les mêmes coups, de pas chercher trop à se renouveler. Et alors que tu as des mecs qui tapent au carreau et qui sont là et qui font des trucs complètement incroyables et qui sont complets surtout parce que Michael J. White, il est aussi très fort en grappling. Donc en tout ce qui est saisie, clé de bras, etc. Et il propose des choses intéressantes. Et puis après, il y a forcément toute la génération des Scott Adkins et compagnie qui vont arriver derrière et qui vont proposer encore d'autres choses assez folles. Et c'est vrai que là-dessus, il a du mal à renouveler son truc parce qu'il s'est reposé sur ses acquis, il s'est reposé sur ses lauriers pendant toutes les années 90. Il a fait ce qu'on lui demandait de faire. Et là, quand il arrive là, il y a rien d'exceptionnel en tout cas. Et petit fun fact aussi, c'est que Michael J. White sera un de ses derniers films aussi sortis au cinéma, parce qu'après il fera des seconds rôles. Il va quand même enchaîner 2 échecs, puisque juste avant il va faire Spawn. Ouais, qui malheureusement n'est pas high-kick compatible. Non, malheureusement. Il fait que des gunfights. Mais un jour on en parlera peut-être dans un presque high-kick. Peut-être, carrément. Peut-être. Peut-être. Bon, est-ce qu'on passe à notre avis? Ouais, et je vais t'essayer de commencer parce que j'ai beaucoup parlé, donc je vais me reposer la bouche. Ok, en fait, Universal Soldier 2, c'est un film, certes, à gros budget, avec beaucoup d'explosions. Ça, par contre, c'est assez fou parce que quand ils peuvent, ils mettent des explosions. Mais je le vois comme un téléfilm allemand. C'est-à-dire qu'il y a très peu de décors. C'est vrai, quand tu vois beaucoup de couloirs, très peu de décors, pas mal de faux raccords. Notamment, je sais pas si tu as remarqué, mais à un moment donné, en fait, Van Damme, il a une chemise et sous sa chemise, donc il y a son pull, et il va enlever, mais on le voit pas. Hein. Mais il se retrouve sans chemise, mais juste avec son pull pendant toute une scène. Et allez. Quelques minutes plus tard, hop, il a de nouveau sa chemise, puisqu'en fait, je crois que la chemise va être brûlée ou un truc comme ça. Et donc, ouais. Et donc, et là, on se dit, ah oui. Non, mais il n'y a pas que ça en faux raccord. Je vais t'en donner un autre, moi, qui m'a choqué, parce que celui-là, j'ai pas fait gaffe. Il y en a un, tu sais, ils échappent juste après le moment où sa chemise brûle. Il va emprunter l'escalier, l'espèce d'échelle pour monter. Et pour échapper à Bill, à Roméo. Roméo. Et donc ils vont vouloir s'échapper par le toit. Ah, oui. Tu sais, la chaîne va se finir où il va pousser la nana dans un camion et il va sauter derrière. Et là, je sais pas si tu as remarqué, il fait passer la nana avant. Oui. La nana monte, lui suit derrière. C'est une échelle, hein, toute basique. Et tu as cut, le plan d'après, qui sort en premier, Van Damme. Oui. Et tu te dis, mais quand est-ce qu'ils ont switché le truc? Elle a eu le vertige. Il lui est passé au-dessus. Je sais pas, il manque une scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on voit Van Damme alors que c'est la nana qui est censée sortir en premier? C'est ça. Et je dis, mais attends, j'ai repassé la scène, tu sais, je l'ai repassé 3 fois. Je me dis, mais pourquoi?
C'était assez incroyable. C'est assez fou. Et du coup, donc il y a pas mal de faux raccords. On a un Van Damme qui est très fatigué. C'est vraiment très très fatigué. Il est cerné. Il a les yeux qui brillent. Ouais, c'est assez chaud pour lui. Alors en plus, ils l'ont grimé parce qu'ils l'ont blanchi un peu les cheveux parce que ça se passe 15 ans plus tard. Et étant donné que c'est plus un unisol, donc du coup, bon, pour le coup, je pense qu'il doit reprendre petit à petit ses cellules humaines. Ça aussi, c'est très intéressant parce qu'à tout moment, il peut redevenir Universal Soldier parce qu'on lui propose dans le film en lisant, parce qu'il se dit, oh ouais, ils sont plus doués que moi à l'époque. Et le professeur qui s'occupe de ça, il dit, ah mais vous savez, on peut vous remettre une puce et tout ça. Et t'as Vandana, il fait, ah, j'ai assez donné. Voilà. Comme si, voilà, on n'avait pas saisi que c'était la suite d'Universal Soldier. De plus, il montre une scène d'Universal Soldier, la scène d'introduction, sans Dolph Lundgren. Donc c'est ça qui est plutôt drôle pour encore faire le lien. Et Ali Walker en fait était prévue hein, dans cette suite d'Universal Soldier, mais sauf que par conflit d'emploi du temps, elle avait Jim. Elle avait Profiler surtout. Ah, c'est dommage qu'elle ait refusé. Ah ouais, c'est dommage. Donc elle n'a pas pu jouer dans le film. C'est pour ça qu'ils font mourir son personnage. Tu crois que c'est elle? Ouais, c'est ok. Ouais. Je pense, hein, parce que sinon. Et puis sur nous, on va être original, on va remettre une actrice qui va jouer une journaliste. D'ailleurs, je trouve que autant tu vois la scène d'amour dans le premier, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de comparer les deux, elle est délicate, tu vois, et ils s'embrassent pas d'ailleurs dans le premier film. On sent qu'elle a de la tendresse, on sent qu'elle est gentille avec lui, etc. Là, c'est forcé à mort. Ah oui. À mort. Il passe son temps à la toucher, à la caresser, à lui tenir la main et tout ça. À le tenir la main. Mais pourquoi? Arrête. Et puis à la fin, il lui fait un bisou. Et là, tu dis, mais pourquoi tu lui fais un bisou en fait? Vous vous connaissez depuis 10 minutes. Je veux bien croire que le danger, ça crée des liens. Ouais. Mais elle pouvait pas le saquer au début parce qu'il passait pour un teubé. Ouais. Et puis là, d'un coup d'un seul. Parce qu'il est vraiment teubé hein, dans ce film-là en plus. Ah ouais. Il passe son temps à faire des blagues, à sourire, à faire des. Comme ça, je ne pas des clins d'œil, mais c'est autant il y avait un peu d'humour dans le premier, c'était subtil. Là, c'est pas subtil, quoi. Ouais. Ça passe son temps à essayer de faire des comment dire, des phrases, je sais pas comment on dit ça, des catchphrases. Ouais. Enfin, tu vois le truc, des quoi. Punchlines, ouais, des punchlines, merci. Mais c'est insupportable, ça n'arrête pas. Et là, tu dis, mais c'est pas drôle, en fait, quoi. Ça met des petits bruitages, ça fait du gag. La scène où sa collègue, là, au début, qui est asiatique, au bout d'un moment, elle se bat contre le catcheur. Et il finit par glisser sur le ventre, tu sais, dans les escaliers, puis il fait des. Mais même au début. Quand le début est plutôt cool quand ils sont avec leur jet ski. Ouais, mais tu vois en fait que un plan sur deux, c'est pas eux. C'est pas eux. Mais la musique et tout ça passe super bien. Parce qu'il y a une super BO. Et d'ailleurs, dans la bande-annonce, ils font la promo. Non. Attends, mais ils font aussi la BO. C'est que les phases B de ces groupes. Mais c'est pas terrible, c'est nul. Ils ont pas eu les droits pour des vraies musiques, quoi. Mais ils en font la promotion dans la bande-annonce. Hein. Ils ont que ça. Ah ouais, je t'en dis, il y a Machine Gun. Machine Head. Ouais, je sais plus. Il y a Megadeth aussi. Megadeth, que je pensais. Non, c'est nul. Enfin, franchement, c'est du vieux rock tout moisi. Moi, j'écoute du rock. J'adore le rock. Mais alors là, je dis, c'est quoi cette bande-son toute pourrie, quoi? Ils avaient pas assez d'argent pour prendre des vrais morceaux, quoi. Ils ont pris les morceaux les plus pourris, les bad playlists et les bad albums tout pourris de ces groupes-là, quoi. Mais par contre, ce qui est plutôt, et c'est là où on voit la stupidité du personnel d'Evreux dans celui-ci, c'est que à un moment donné, Roméo va kidnapper donc sa collègue, il va l'attacher à un arbre et il va dégrafer son chemisier. Et donc on voit le soutien-gorge de sa complètement collègue, gratuit. Voilà, c'est ça. Et là, il va se lécher les babines, il fait ah ouais, tu es à moi, tout ça. Et il y a Van Damme qui débarque, il défonce Roméo et elle lui dit détache-moi, et lui il regarde en fait, Van Damme regarde la poitrine de sa collègue. Il reste bugué sur ses seins, mais quoi. pendant un certain temps. Ça dure 2-3 secondes. Hein. Ah ouais. C'est malaisant, quoi. Elle fait Luc, il fait ah oui, excuse-moi. Waouh, mec, mais waouh. Et on sent que ce film-là, tu vois, je complète en même temps ton avis, hein, parce que je vais dire beaucoup de choses négatives, mais au final, pour finir sur une note positive, on sent que c'est un film qui a un problème de cut, et c'est pour ça qu'il y a des problèmes de faux raccords. Je pense que c'est un film qui fait moins d'1h20. Il fait 1h19. Il fait 1h19, ça va super vite. Hein. Par contre, c'est un gros point fort, c'est que ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. C'est un truc de fou. Et ce mec-là, je réagis parce qu'on a dans le chat, on a Angry Loop qui dit bien sûr, j'arrive quand on parle de Nibar.
Comme tu veux. On ne te juge pas. On ne te juge pas. Mais en tout cas, tu sens que ce film-là a été cuté, recuté pour rentrer dans un espèce de produit qu'ils disent on va essayer de vendre comme ça. Ouais. Et je suis sûr qu'il y a plein de scènes coupées, plein de scènes qui vont pas, plein de scènes qui vont foirer. Ce film-là, ça part dans tous les sens, quoi. Ça n'a ni queue ni tête, quoi. Ça l'ordre du côté de Matrix aussi. Ah bon? Bah oui, parce que 7, il dialogue sur. Ah ouais, c'était déjà sorti à l'époque? Bah 99. Oui, mais est-ce que le film était déjà sorti? En tout cas, c'est la même année. Après, oui, bon, en tout cas, ouais, moi j'ai plutôt vu un truc à la mode à la Terminator où l'IA va prendre le contrôle. Et on a un super effet spécial où ils découpent en fait le crâne. Et franchement, oui, ils ont mis 20 millions de dollars dedans. Hein. Ouais. Et ils insèrent une puce et tac, c'est bon, t'es dans le corps d'un unisol. Alors, il y a juste un truc, et là, c'est pour ça qu'on se dit que c'est complètement con. C'est qu'à un moment donné, il y a un administrateur qui sort du bureau et il voit que les unisols font leur petite vie. C'est des Sims, les mecs. Ah bah tiens, on va prendre un brancard. Ah bah, super. Et en fait, ils font ce qu'ils veulent. Genre, il y en a un qui est prêt à ouvrir un restaurant de kebab pendant l'opération. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et ouais, je me dis. Et on en parle 2 minutes aussi du personnage du geek aux cheveux bleus là, qui ne sert absolument à rien dans ce film. T'as compris son rôle? Bah, il tire la langue. Il est tout content, voilà. Et il mange des popcorn. Il mange des popcorn et alors non, c'est des cornflakes. Il sert à rien ce personnage. Ah bah il programme le Michael J. White. Et alors attends, ouais, il programme Michael J. White. Et alors attends, il y a un truc dans cette scène-là justement, c'est pour te montrer à quel point le film est con. Il veut prendre le contrôle. On est d'accord? Ouais. À ce moment-là, son plus gros obstacle, c'est Devreux, parce que c'est lui qui est le plus grand obstacle. Mais il a après, tu vas me dire, il y a toujours ce. Il a les codes Devreux. Ouais, mais il a les codes. Et quand tu vois la conclusion derrière, tu te dis, mais en fait, ça servait à quoi de faire tout ça? Parce qu'il aurait pu se débarrasser de Devreux. Il arrive, il détruit, il tue le mec, le geek au cheveu. Oui, on vous spoil. Hein, ouais. On s'en fout, vous l'avez vu. On s'en fout. Comment dire, il brise la nuque de mec aux cheveux bleus. Ouais. Et il peut en finir avec Devreux en le tuant. Et non, il fait demi-tour. Il me dit, je t'attendrai à la base pour que tu me donnes les codes. Et il veut jouer avec le côté de sa fille qui est blessée, machin, qui est dans le coma. Et donc, il va aller capturer sa fille pour le faire chanter. Pour au final, à la fin, nous dire, oh bah c'est bon, en fait, finalement, j'en ai plus besoin. Ouais. J'ai résolu le code tout seul. Mais pourquoi? C'est ouf. Mais c'est complètement stupide et qu'est-ce que je voulais dire sur la ah non, je voulais dire un truc un peu positif. Les explosions. Alors les explosions. Alors là, franchement, les explosions. Beaucoup d'explosions. C'est incroyable. Beaucoup d'explosions. Il faut que ça pète. La scène finale, ça pète de partout. Il y a des explosions. Ils détruisent la base. Non mais les gens, c'est des vraies explosions. Vous regardez, on est en 2025. Ouais. Là, aujourd'hui, vous allez dans un film, n'importe quel film aujourd'hui, c'est beaucoup de CGI mal fait. Là, purée, il y a des vraies explosions. Mais de partout. Et ça pète de partout. Et ils sont contents, les mecs. Ils disent, ça va exploser. Ouais, bam, ça pète de partout et tout ça. Tu vois bien les mecs derrière à rigoler. Ça explose. Dans Tonnerre sur les tropiques. Ouais. Sauf que là, on n'a pas Simple Jack. Ah non, il n'y a pas Simple Jack. Voilà. Mais alors par contre, moi il y a un truc que je trouve cool à chaque fois dans cette scène là, c'est à l'introduction. Ah tu vois, regarde, il y a Angry Loop qui a regardé les dates, ça te corrige. Sorti en juin 99 pour US Unisol 2 et mars 99 pour Matrix. Donc alors honnêtement, les histoires de sortie c'est une chose, mais comme on parle surtout des films qui ont certainement été tournés en 98, c'est pour ça que je me permets de le corriger. Je suis pas convaincu qu'ils se soient inspirés de Matrix. Je pense qu'ils étaient plutôt en mode où là avec un ordinateur on fait plein de choses, tu vois, plus que le côté Matrix quoi, tu vois. Mais moi il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est l'introduction avant le générique du film. On voit le dos de Michael J. White et en fait il a un corps argenté. Enfin, je sais pas si t'as. Au début du film. Oui, au début du film. Ouais. Et là, tu te dis, putain, là, tu te dis, waouh, ce mec. Pourquoi on nous montre ça? Ah oui, mais ce plan-là. Parce que c'est mis à part montrer le derrière de Michael J. White, pourquoi on nous montre ce plan? Il sert à quoi ce plan? Il n'est pas expliqué. On te met un mec qui est tenu là. Ça dure 1 minute. Hein, ça dure 1 minute. C'est l'intro. Tu dis d'accord. Et puis après, on aurait pu te prendre un black lambda, qu'on aurait mis dans un truc. Et tu dis, pourquoi? Surtout qu'on ne voit pas ce corps-là pendant très longtemps après. Hein. Mais oui, parce que Michael J. White, le film fait 1h20, il arrive au bout de la 45e minute. 40e minute, 45e minute. Donc après, on le voit un peu, mais il est surtout là en voix off, quoi.
Non, franchement. Par contre, voilà, je vais quand même dire un point positif. Malgré tout, moi, ce film, c'est un plaisir coupable. Parce que c'est tellement con. Ah oui. C'est reste fun. C'est 1h19 de débilité. Et si tu le prends vraiment avec du 3e, 4e degré, c'est drôle. Ouais. C'est pas un bon film, hein. Je le dis, c'est nul, c'est foiré, il y a des faux raccords de partout, c'est complètement débile. Mais par contre, c'est fun. Enfin, oui, c'est fun. Moi, c'est un truc qui me ramène à mon enfance. Je veux dire, j'avais 14 ans quand j'ai découvert ce film-là en VHS. Et peut-être même en DVD. Je sais plus si c'était en VHS ou DVD, mais on devait être à la frontière entre les deux. Et moi, je passe un bon moment, ça passe vite, je m'ennuie pas. Je me suis plus ennuyé dans des purges que tu m'as infligées, où je regardais ma montre. La violence. Là, honnêtement, j'ai pas regardé ma montre. Donc, c'est un film que j'aime bien quand même si je suis conscient que c'est nul, quoi. Ouais. Mais c'était drôle. Ouais, tu m'as attaqué facilement. Là, j'avoue que là, je m'y attendais pas. J'ai baissé ma garde. Oui. Et voilà, ding, derrière. Oh, est-ce que ça serait pas une passerelle, ce que tu me tends pour la scène qu'on a choisie, si tu veux. Voilà. Alors, c'est ridicule. En live, c'est ridicule. Je l'ai tenté, mais c'est ridicule. Il y a un moment donné, si tu veux faire un truc comme ça, tu regardes la caméra et tu fais face cam. Tu fais pas un truc. T'es hors champ, t'es. Alors, n'appelez pas Jazz, hein. Si vous voulez réaliser votre court-métrage, n'appelez pas Jazz. Il serait capable de pas vous filmer, en fait. J'ai hésité. Je le fais ou pas? Mais tu regardes là. Non, mais mais j'ai pas regardé là. La timidité fait que j'ai pas regardé là. Non, bon, alors, on va parler de la scène qu'on a choisie. C'est la scène finale. Au final, le combat final contre. Il n'y a pas tant de bastons que ça. Faut le dire, Van Damme se bat un peu contre Bill Goldberg. Ouais. Si, mention spéciale dans les bastons qu'on n'a pas retenus. Bill Goldberg, il a appelé tous ses potes de la fédération de catch. Parce qu'à un moment donné, quand ils vont essayer d'aller récupérer la gamine de Devreux, ils sont dans l'hôpital. Et donc là, Bill Goldberg arrive et il se retrouve à faire face aux agents de sécurité et aux infirmiers. Et étonnamment, les infirmiers sont quand même sacrément baraqués. Hein. Ils ont des espèces de masses, des marmules. Bon, j'ai dit, ok, c'est bon, ça c'est les copains catcheurs. Il fallait une scène de catch. On l'a eu à la manière d'un certain film de John Carpenter. Ils ont eu le mérite de nous la faire plus courte là, mais 100% c'est ces potes catcheurs qui sont là. Ouais, nostalgique. Mais pour le coup, cette scène-là, oui, je suis d'accord avec toi. Ça rajoute un petit peu où tu te dis c'est cool, il y a Bill Goldberg qui se bat et tout ça, c'est top. Mais on te tease finalement. Et alors on te tease, mais on voit pas forcément comment il s'appelle Michael J. White se battre. Non, il fait un ou deux coups de pied. Ouais, mais tu te dis, on sait pas ce qu'il vaut. Ouais. Oh la vache. Le combat contre Van Damme. Alors attends, dans l'hôpital quand même, il fait un coup de pied de côté. Oui, ouais. Qui est ultra classe. On peut screen ce moment-là parce qu'il fait un putain de coup de pied. Tu te dis, ok, il doit pas être mal. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, après, le combat final. Il ramasse tout le long. Hein. Ah ouais. Vous vous souvenez des combats de Van Damme quand dans les full contact, dans un peu moins Bloodsport, mais dans Kickboxer, où il mange, et puis après, il y a le sursaut là qui est là, et puis tu te dis ouais, c'est jouissif, il fait manger le méchant. Mais tu l'as pas dans. Il n'y a pas ça. Il y a pas ça. En fait, ce qui est plutôt fou, c'est que Van Damme va essayer. Alors, replace peut-être la scène dans le contexte. Jean-Claude Van Damme revient dans la base parce qu'il fait que des allers-retours en fait. En même temps, il n'y a que 2 décors. Donc, c'est même, je pense que ça a été fait dans les studios de AB Productions. Donc. Et donc pour le coup il va chercher sa fille et t'as Michael J. White qui l'attendait pour récupérer le code. Très très cool. Et donc sa fille est kidnappée et là il se retrouve, il dit il faut qu'il trouve un moyen de sauver sa fille, donc il va devenir informaticien d'un seul coup, il va taper super vite sur le clavier, ça va être assez incroyable. D'ailleurs on le voit jamais réellement taper, hein. Non, je suis sûr qu'il y a des doublures main. Oui, doublure main, ouais, 100%. Ouais. Et pour le coup il y a Michael J. White qui arrive et qui lui fait tout un speech, tout ça, en disant non mais ne t'inquiète pas, je vais te tuer Luke, et il lui dit il veut pas tuer sa fille en fait, hein. Non, c'est pour ça que moi je te coupe 2 secondes, j'ai une théorie. Et si Van Damme n'était pas le méchant en fait de l'histoire dans ce film, ça se trouve il est sympa.
Ça se trouve, ouais. Parce que qu'il lui, il veut se défendre de l'oppresseur ouais. de l'armée américaine. C'est C'est l'armée ça, américaine, ouais. les méchants. Pourquoi il les laisse pas morts, ces Parce mecs que lui, il les ramène à la vie, il a rien demandé, moi. Il veut juste qu'on le laisse tranquille. Parce que c'est sa meilleure amie. Hein, bah oui. la fille, hein, donc, il veut pas la tuer, il veut juste la soigner, prendre bien soin d'elle. Ouais. L'enfoiré dans l'histoire. C'est Van Damme. C'est Luc Devereaux. Ouais, c'est Ludovo. Ouais, attends, qu'est-ce qui vient de les embêter là, à réactiver le truc du Unisol alors qu'on savait que c'était pourri. Moi, je suis sûr que c'est le méchant et c'est ce qui amène à son côté dark du truc. Moi, je suis sûr que le réalisateur des deux derniers, là, il a dû se dire, en fait, je pense que Luc Devereaux, en fait, il est pas si sympa que ça, en fait. Ah, sans doute. Ils ont voulu faire une Batman Returns, quoi. Bah, Batman n'est pas forcément sympa dans le Batman le défi. C'est pas forcément le héros du film. Hein. C'est plutôt le méchant. Moi, je vois plus qu'un méchant. Ah ouais. Ah ouais. Il y a débat. Ne nous égarons pas. Ne nous égarons pas. Donc pour le coup, et d'ailleurs, il y a la super phrase de Michael J. White disant ne t'inquiète pas, je te tuerai, mais je m'occuperai bien de ta fille. Et là, Van Damme est très en colère, très colère. Et là, il va essayer de donner quelques coups de pied, sauf que il va se faire bloquer. Et là, parce que le combat est quand même assez long, hein. Ouais. Il va se prendre une ramassée. Et alors là, je pense que le film, il y a une entreprise qui a dû mettre Carglass remplace un petit billet dans le film, dans la production, parce que le nombre de vitres que Van Damme pète, c'est incroyable. Ah ouais, il passe sa doublure cascade passe beaucoup à travers les vitres, mais c'est incroyable. Ça me fait penser, alors je sais pas si tu l'avais vu, le film Alarme fatale. Ouais, donc je suppose c'est la parodie. Non, je l'ai pas vu. Et à un moment donné, en fait, le gentil fracasse des méchants, et les méchants, à chaque fois qu'il y a une vitre, ils plongent sur la vitre, et donc ça pète et tout ça. Et donc pour le coup, à chaque fois que je vois cette scène-là, je me dis mais c'est incroyable, c'est Universal Soldier 2. Globalement, dans le film, il y a quand même beaucoup de vitres pétées. Hein. Oui. Non, de toute façon, il y a des explosions et des vitres pétées. Voilà le budget. Voilà. Et des blagues de Van Damme. Voilà, bim, allez. C'est génial. Allez-y, foncez. Et donc, pour le coup, c'était pas. Van Damme est complètement déséquilibré et il refait les mêmes coups, les coups signature. Mais là, ça fait pas la même chose parce qu'on voit que Michael J. White, lui, pour le coup, il fait des acrobaties, il fait des choses assez. Ouais, il est puissant. Après, ils le disent très clairement qu'il y a un delta de puissance entre les deux. Lui, il est plus unisol, l'autre, il est unisol, et puis il est encore plus fort qu'un unisol de base. Donc, le combat paraît perdu d'avance pour un peu aller dans le côté un peu plus sérieux. Et mais sauf que là, il se prend une rousse, il passe son temps à voler. Il arrive de temps en temps à les équilibrer. Et des fois, il y a des moments où tu comprends pas, juste pour les besoins du scénario, dans cette scène-là, il va réussir à prendre le dessus. Ouais. Et alors que c'est pas justifié parce qu'il est pas censé pouvoir prendre le dessus, alors qu'il est plus faible que le personnage de Seth. Et il y a des moments, juste pour des raisons d'écriture, il prend le dessus. Tu te dis mais pourquoi en fait ça n'a pas de raison. Il n'est pas censé arriver à le faire mal, etc. Et bref. Et pour arriver à une manière assez anthologique de le battre. Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a une petite inspiration hongkongaise à un moment donné avec les jeux de chaises. La chaise, elle vole, l'autre, il récupère. Ouais, vite fait. Ah oui, mais on est dans Double Team. Dans ces cas-là. On est vraiment, dans Double Team, c'est pareil. Hein. Oui, mais quand tu dis l'inspiration hongkongaise, peut-être, mais c'est pas l'inspiration la plus fâteuse, on va dire. Non. Et pour le coup, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va récupérer un immense fusil. Ouais, les fusils qui font tellement cheap. Ouais. Celui qui a designé les fusils, ils sont nuls. Ils sont vraiment pas terribles. Hein. Juste petit aparté. Et il va en fait tirer sur Seth et Michael J. White en fait va se reculer et en fait il va arriver vers une comment dire un sas pour cryogéniser. Ah oui. Tiens, mais il était là lui. Demolition Man, tiens. Zut. Non, tu sais, c'est le sas qui permet on fait la blague avec ça, mais c'est le sas qui permet d'abaisser la température du corps et qui permet la régénération facile. Sauf qu'il y a une espèce de cryogène derrière et qui est à côté. Comme par hasard, il y a un truc de cryogène à côté, quoi. Et là, t'as Michael J. White qui dit à Van Damme, il dit ça ne marche pas, tu n'arriveras pas à me tuer. Et t'as Van Damme fait ouais, c'est vrai. Et il tire sur la comment dire l'espèce circuit électrique. Ouais, là où en fait est diffusé le gaz qui permet de refroidir la pièce. Ouais. Et là, Michael J. White va comment dire être cryogénisé.
Enfin, va Et- glacer, hein, Et pas Van Damme, étonnamment. Non, bah non, parce que Van Non, Damme mais est faut- humain. Cette scène, elle est tellement con, faut que je vous le dise, hein, parce que il tire là-dessus. Donc, ça annule enfin, ça fait péter le truc. Donc, l'autre, il se reprend un jet de gaz. C'est vrai qu'un gaz, c'est pas volatile. Non, non. Donc, comme par hasard, Van Damme, il est épargné. Je ne sais pas comment, mais bon, ça, c'est vrai. Et puis surtout, sa fille qui est dans la pièce d'à Ah bah, côté, elle a rien. elle est. Non, mais alors, oui, parce qu'elle est enfermée dans la Ah. pièce, mais elle est aussi. Sa pièce est aussi alimentée par ce fameux gaz qui refroidit, qui la maintient en vie parce qu'elle a un hématome Oui, au cerveau. au cerveau. Ouais. Et là, comme par hasard, elle a pas de problème. Non, non. Le gaz s'arrête pas de continuer. Donc, c'est vraiment très localisé à cet endroit donné Ouais, sur Michael c'est J. White. c'est vraiment pas de chance. Bah, zut alors. Hein. Zut alors. Et puis, ouais. Et là, il nous fait une Demolition Man. Parce que Ouais. du coup, Van Damme nous fait son coup de pied signature et bam, il explose. Il Michael fait exactement le même coup de pied Ouais. que sur Long Run dans Universal Soldier Oui, 1. c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il saute, il fait un coup de pied circulaire et qui vient taper donc là, il y a un gros effet de CGI complètement dégoûtant. Dégueulasse. Mais dégueulasse. Et il fait ce même coup de pied à Dolph Lundgren, donc je pense que c'est pour faire un espèce de clin d'œil. de clin d'œil. Et c'est après que dans le premier que Dolph Lundgren finit à être embroché sur les roues dentelées d'un tracteur. Voilà. Donc voilà, et ouais, et ça se termine comme ça, et alors qu'il n'aurait pas dû gagner. C'est ça. Mais ça se termine pas forcément comme ça, puisque. Et je sais qu'à l'époque, je me ouais. permets de préciser, ça m'avait énervé. Je dis mais non. Mais pourquoi? Déjà que le film il est trop fun globalement, tu vois. Mais ce combat de fin, je dis mais pourquoi il gagne quoi? Il ne doit pas gagner. Et ben pour le coup, en plus, Van Damme est quand même fatigué, hein, parce qu'il a quand même, enfin, sa doublure est fatiguée. Et pour le coup, il va affronter juste après Bill Goldberg. Ça va être très très drôle. Et c'est là qu'on va se dire, waouh, mais c'est incroyable. Maintenant, il crée des Alors, il l'a croisé. Ah oui, il l'a croisé juste avant. Il l'a croisé juste avant le combat où sa collègue qui est censée être morte parce que alors elle meurt d'une façon ridicule, on l'a pas dit, mais elle se fait projeter. Ouais. Et on se dit bon bah elle est morte. Voilà. Ah d'accord. Et puis en fait on la revoit après, elle est en unisol. Mais quand? Voilà, c'est ça. Quand mais tu sais, en fait, on lui implante le petit. Ouais, mais elle a gardé. Alors attends, tu parles de ça là justement. Ouais. Il y a un premier mec à qui ils implantent une puce. Ouais. Ce mec-là est chauve. Oui. Donc il n'y a pas de souci. Oui. Michael J. White, quand on lui implante la puce, il a des cheveux. Oui. Mais il a toujours des cheveux après qu'on lui ait découpé le carré de son crâne. Alors, je sais pas comment ils font, mais ta gueule, c'est magique. Non, c'est ça. Et donc en fait, et elle va retrouver ça. Alors, il faut dire aussi que les nouveaux Unisol, même s'ils sont morts, même si on les programme, ils ont gardé leur conscience. Hein. C'est-à-dire qu'ils savent très bien ce qu'ils étaient avant. Hein. Donc ça, c'est assez incroyable. Et donc ou pas. Et elle, bah, elle a gardé elle a gardé en fait toute sa conscience parce que elle va aider son ami et elle va tuer Bill Goldberg. Voilà. Ouais. Va-t'en. Je me sacrifie. De toute façon, je suis morte. Voilà, c'est ça. Et grosse explosion. Grosse explosion. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que la journaliste elle a jamais vu la fille de Van Damme. Je me rappelle plus. Bah à la fin. Oui, mais à la toute fin. Ouais, à la toute fin, ouais. Ouais. Ah, mais quand elle voit la petite fille partir, c'est comme si c'est sa fille en fait. Oui, elle la prend dans les bras. Oui. Au secours. Ouais. Si elle la voit un petit peu au début, tu sais, au début, quand elle voit la gamine qui est en train de parler à Seth dans le bureau, elle l'aperçoit, mais elle est en mode un peu journaliste insupportable qui est là. Et là, en fait, bref. Ça y est, elle fait partie de la famille. La famille. La famille, voilà. Elle n'est pas dans les suites, je suis étonné. Ah non, mais alors, mais oui, mais mon cher Seb, en fait, mais oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est. Mais elle est où la fille de Van Damme dans la suite? Ah, mais parce que, attention, parce qu'en fait, Universal Soldier Régénération n'a plus rien à voir avec Universal Soldier 2 Combat Absolu. Ah. Parce qu'en fait, tu voudrais dire qu'ils ont annulé la suite? Oui, ils ont annulé la suite et ils se sont dit, ah bah tiens, on va repartir sur la fin alternative de Universal Soldier 1. Oui. Pour en fait faire Universal Soldier. Que je vous invite à regarder, qui est assez perturbante. Ouais. Et qui au final, j'ai tendance un peu à la préférer. Qui est un peu plus nihiliste. Oui. Et je l'aime beaucoup et ça redonne un peu plus d'importance au personnage de l'homme à la cigarette. Donc j'ai plus le nom de l'acteur, mais l'homme à la cigarette dans X-Files, qui joue le rôle du médecin dans le premier Universal Soldier. Ah mais non, c'est pas l'homme à la cigarette. Hein, c'est pas le même acteur. Hein. C'est pas le même acteur? Non, là c'est. T'es sûr? Ouais, je suis sûr et certain. C'est New York Police Judiciaire. Oh oui, voilà. Oui, tu as raison. Pardon, j'ai bougé le câble. J'espère que j'ai pas de. C'est bon, je t'entends. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Autant pour moi. Mea culpa.
Donc voilà, bon, on a fini. Et ben voilà, wow, c'était un grand film. Ben voilà, on a fini notre épisode. Ouais, c'est dur d'Ivan Manga. Hein. C'est là, voilà, c'est beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Comment on clôture l'épisode? J'ai envie de te dire, on le clôture comme d'habitude. Ouais. On donne rendez-vous, machin, etc. Dans une semaine avec un Infinity Film Pref. Et puis tu peux dire qu'ils peuvent, pour les auditeurs podcast ou YouTube, il y aura un bonus qui va venir juste après pour les gens qui sont en live. Et ben c'est parfait. Alors déjà dans une semaine, High Kick dans tes films Pref. Dans 15 jours, High Kick dans ton podcast avec un épisode, je sais plus ce qu'on fait. Ah bah si, alors oui, voilà. Alors, on sait ce qu'on fait, mais à condition qu'un certain Chakifu m'envoie. Voilà, je vous réclame, s'il vous plaît, si vous regardez le podcast, voilà, j'ai précommandé les films le 29 novembre à 19h. Je n'ai toujours rien. Voilà, je suis un fidèle client. Donc, merci de m'envoyer Flic de choc et le reste. Qui est juste, les gars, s'il y a un film à acheter, c'est celui-là. Hein. Il est incroyable. Moi, j'ai surkiffé. Mais ouais. Concluons. Bah ouais. Donc, comme ça, on parle un peu avec nos auditeurs. Ouais, carrément. Bah écoutez, toujours 5 étoiles sur les applications de podcast. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a changé de plateforme hébergement. On peut dire juste. Ouais, alors ça change pas grand-chose pour les auditeurs parce qu'ils n'ont pas eu de changement au niveau du flux, mais on est passé de Spotify à Ocha. Voilà, pour 2 raisons principales. On va les dire ici parce qu'il n'y a pas de souci. Il y a une première raison qu'on n'était pas satisfait en tout cas de la gestion statistique de Spotify. Pas qu'on soit tous les jours en train de regarder les stats de notre podcast, mais en fait, on a vu qu'il y avait de telles différences en ce que nous proposait Apple et Spotify, parce qu'on a aussi accès à nos stats via le compte Apple for Podcaster. Et on aime bien voir comment les épisodes fonctionnent, en fait, surtout pour ça, que ça fasse des milliers d'écoutes ou pas des milliers d'écoutes, on s'en fout un peu. Mais on les regarde, parce que clairement, ça nous tient à cœur quand même de voir comment le podcast évolue. Et clairement, en fait, moi j'ai dit à Jazz, c'est compliqué quand même pour une plateforme d'être à la fois jugé parti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Spotify vous héberge votre podcast, et accessoirement, il vous le diffuse aussi. Et dans ma tête, je me dis, il y a plein de choses qui me dérangeaient. C'est-à-dire, par exemple, il y a, je suis en train de lire le message de Nostalgeek qui dit que Spotify, c'est pas ouf. On va le dire poliment, parce que il paraît que ses enfants écoutent le podcast, donc j'ai déjà dit beaucoup de gros mots. Mais surtout qu'en fait, par exemple, toi, Deezer, comme c'est un peu l'ennemi numéro 1 de Spotify, je pense à Fred Boissou qui nous écoute sur Deezer, et il l'avait 2-3 jours après, quoi. 2-3 jours alors après, qu'on a fait ce qu'il fallait en truc. Donc, on a décidé de passer sur une plateforme beaucoup plus neutre. Donc, on a fait le choix de passer sur Ocha. Parce que aussi en termes de référencement, ils apportent des choses un peu plus intéressantes qui permettent au podcast d'être un peu plus visible. Et derrière, parce que c'est pas la raison principale, il y a le côté aussi un peu éthique parce que Spotify, au même titre que pas mal d'autres grands GAFA, traînent un petit peu dans les cercles un peu chelous des États-Unis. Donc on s'est dit voilà, c'est aussi l'occasion de. Voilà, c'est ça. Merci Diva Manga qui les Blu-ray sont bien faits. Donc je pense que c'est encore une remarque sur une flic de choc. C'est très gentil. Hein, non, s'il te plaît, le bannis pas. Il est sympa quand même. C'est sympa. Voilà, mais en tout cas, les applications de podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et puis toujours mettre des commentaires, des pouces bleus. Si vous aimez bien. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait extrêmement plaisir. Merci d'être là. Merci parce que grâce à vous, en fait, on serait pas là en train de faire un live sur Universal Soldier 2. Voilà. On va conclure. On se dit à dans une semaine pour Akin dans tes films bref et à dans 15 jours pour Akin dans ton podcast. Ciao tout le monde. Ciao. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e 4. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.